Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 32 ministres constituent la nouvelle équipe gouvernementale du Mali. Parmi eux, 11 femmes, avec la plus jeune au ministère des Affaires étrangères. Et plusieurs ministres de l'ancien gouvernement ont été reconduits. Alors, quelle analyse de la composition du nouveau gouvernement? Cette équipe pourra-t-elle faire face aux défis du pays? Nos invités, Dr Ali Tunkara, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako, Issa Ndiaye, professeur à l'Université de Bamako, Madame Si Kadiatousso, présidente de ADEMA Association au téléphone, et professeur Mamadou Samake, politologue, également au téléphone. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous allons commencer par écouter ce papier de Studio Tamani qui va nous faire le point sur le nouveau gouvernement du Mali. C'est depuis le palais de Koulouba que le ministre secrétaire général de la présidence a révélé la liste des membres du nouveau gouvernement de Soumeilou Boubèye Maïga. On note plusieurs reconductions. C'est le cas des ministres de la Sécurité, des Finances, de la Communication, des Sports, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne qui restent porte-parole du gouvernement. Certains ministères stratégiques comme la Défense, les Affaires étrangères, la Justice, ont connu des changements. C'est désormais l'ancien ministre des Mines, Djemoko Sangaré, qui s'occupe de la défense. Ce département était dirigé par Tiana Koulibaly, qui passe à la justice. C'est une jeune dame qui hérite du ministère des Affaires étrangères. Trentenaire, Kamisa Kamara, conseillère diplomatique à la présidence jusqu'à sa nomination, est la nouvelle chef de la diplomatie malienne. Il faut noter aussi d'autres entrées comme Lalenta Awababa au ministère des Mines, l'ancien député Yaya Sangaré au ministère des Maliens de l'extérieur, ou encore Safia Boli au ministère de la Réforme de l'administration et de la transparence de la vie publique. Un nouveau département, entre autres. Ajoutons que pour la première fois, la loi 052 accordant 30% des postes aux femmes dans le gouvernement a été appliquée. Alors, professeur Issa Ndiaye, quelle analyse faites-vous de la composition de ce nouveau gouvernement? Bon, a priori, quand on regarde, on a le sentiment qu'il y a une large continuité et qu'il n'y a pas de rupture avec l'ancienne équipe. C'est un peu surprenant d'ailleurs dans la mesure où, au vu des élections et surtout du taux d'abstention qui est quand même un repère assez significatif, qui montre un peu la défiance du citoyen ordinaire par rapport donc à la chose politique, on avait cru que le président aurait opté pour une rupture radicale avec l'ancienne équipe. Ça n'a pas été le cas, à moins que ce remaniement ne soit un faux remaniement et que peut-être dans quelques mois, peut-être après les législatives, ou peut-être parce que l'équation politique est devenue plus compliquée avec ces élections-là, en raison de la demande probablement de plusieurs personnes ou de plusieurs courants d'entrer dans le nouveau gouvernement dans le cadre d'une sorte de gouvernement d'union nationale. La difficulté de composition d'un tel gouvernement peut expliquer le report de l'échéance à la prochaine. Mais dans tous les cas, on constate qu'il n'y a pas de véritable rupture et qu'il a puisé en quelque sorte dans le même vivier politique. Justement, il y a un auditeur de Studio Tamani qui a posé une question par rapport à ce sujet. On va l'écouter. Ce nouveau gouvernement dit un peu que nous sommes, je dirais, face à des récompenses politiques, mais je déplore un peu le départ de certains ministres. Que signifie leur départ? Ou bien sont-ils rappelés à deux postes? Je voulais en savoir. Merci. Docteur Ali Tunkara, pensez-vous qu'il s'agit de récompenses politiques comme le pense cet auditeur? Bon, je crois que tous les commentaires ici sont quand même légitimes. Mais fondamentalement, s'il y a le point positif, s'il y en a à saluer, quant à la composition de cette nouvelle équipe gouvernementale, c'est plutôt quand même cette présence massive des jeunes, il faut quand même la saluer. Mais dans le même temps, de plus en plus, on tend vers une équipe gouvernementale beaucoup plus féminisée. Mais fondamentalement, comme le professeur l'a si bien mis en évidence, pour provoquer la rupture avec le passé ou avec le quinquennat, il faut quand même se questionner sur les fondamentaux auxquels le quinquennat a eu à mettre en relief, s'agissant des
questions sécuritaires, s'agissant des questions de l'employabilité des jeunes, de toutes ces tensions intracommunautaires, on se rend compte quand même que le bilan il est plus que catastrophique en toute objectivité d'ailleurs. Comment peut-on attendre une quelconque rupture avec une équipe, étant donné qu'elle-même, elle n'est pas orthodoxe avec elle-même? C'est cela. Je le dis tout le temps dans mes différents débats, que pour opérer un changement positif allant dans le sens de la conscience collective, il faudra que les acteurs de ce changement soient eux-mêmes orthodoxes, soient cohérents avec eux-mêmes. Or, si vous prenez tous les quinquennats du président Ibrahim Boubacar Keïta, vous allez vous rendre compte quand même qu'il y a quand même des insuffisances notoires. Lesquelles insuffisances ont pour nom la question de la corruption. À mon avis, aucunement on ne peut opérer un changement tant souhaité par des Maliens si le système, effectivement, la corruption n'est pas combattue sérieusement. Il ne s'agit pas seulement de se contenter des rhétoriques, des déclarations de politique publique, effectivement, et lesquelles déclarations font espérer. Mais lorsqu'on creuse à fond, on se rend compte que tous les acteurs qui étaient susceptibles d'opérer un tel changement n'ont pas pu travailler avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc cela dénote à suffisance que ce n'est pas une question du changement des hommes ou des femmes qui faisaient partie du quinquennat précédent, mais c'est plutôt est-ce qu'on a le courage politique de rompre avec nos pratiques qui ne sont pas orthodoxes, parce que lesquelles pratiques, effectivement, n'aident pas la conscience collective malienne, effectivement, à espérer pour un avenir meilleur. Je crois qu'on va revenir sur ces aspects qui ont sérieusement émaillé le quinquennat précédent. Tout à fait. Madame Si Kadiatousso, est-ce que vous partagez ces deux analyses? Oui, bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos auditeurs. Merci à Guillaume Tamani. Oui, l'essentiel de ce qui a été dit par le professeur, je partage cela. Je voudrais juste, moi, dire que pour le moment, ce qui me semble le plus urgent à prendre en compte, c'est le climat politique et social qui est loin d'être apaisé. Quelle que soit l'équipe qu'on va mettre en place, et apparemment, en tout cas, certains membres de ce gouvernement ont un parcours éloquent et que certains trouvent élogieux même, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on attend d'eux et quel est le plan que l'architecte qui était censé être le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait comme plan pour construire ou reconstruire la maison Mali. Et à partir de là, bon, on va juger chaque maçon, comme on dit, au pied du mur. Qu'est-ce qu'on attend? Moi, je crois que ça va être très difficile pour cette équipe-là d'avoir des résultats et de vraiment pouvoir travailler tant que le chef de l'État et le chef du gouvernement n'engageront pas immédiatement ce qui a été demandé depuis longtemps et redit encore ces derniers temps par beaucoup d'observateurs avertis. Hier encore, j'écoutais mon aîné, le professeur Missandjaï, reparler de ça. Ce dialogue-là national est absolument indispensable. Le front social est en ébullition. Comment un gouvernement peut travailler s'il n'y a pas un minimum qui est fait dans le sens de rapprocher les gens, de mettre les gens autour de la table et discuter de comment travailler. Ça me paraît être un préalable indispensable, surtout avec l'annonce des prochaines législatives. Je me demande dans quelle situation, comment on peut aller à ces élections-là s'il n'y a pas un minimum de pourparlers avec tous les acteurs politiques et aussi ceux de la société civile. Ça, c'est une question que je me pose réellement. Donc, je n'ai pas d'observation particulière, évidemment, sur les ministres eux-mêmes, sauf à noter que, effectivement, pour cette fois-ci, le gouvernement le président de la République et le Premier ministre ont décidé d'être conformes à la loi, parce que c'est une loi qu'eux-mêmes ont fait voter par notre Assemblée nationale. Donc, il était normal qu'ils appliquent la loi eux-mêmes. D'accord, Madame Si, appliquer la loi, c'est vrai, mais est-ce que c'était une nécessité ou ça a été juste fait pour faire plaisir au public? Écoutez, c'est quand même une demande forte qui a été faite depuis avant même le début du mandat. Je crois que cela faisait partie des promesses de campagne du président Ileka. Et les femmes
les femmes ont mené fait la pression qu'il faut pour obtenir les 30%, même si personnellement, moi je pense qu'à partir du moment où la Constitution dit qu'il n'y a pas à faire de différence entre les sexes, les races, etc., qu'on est tous égaux, je pense qu'on devrait plutôt aller vers la parité. Mais bon, ceci dit, la majorité des femmes maliennes, à travers les associations, la CAFO, etc., c'est quand même battu pour avoir ces 30%. À partir du moment où ces 30% ont été obtenus et c'est une loi qui l'a constaté, bon, on attendait quand même que les initiateurs de la loi eux-mêmes appliquent cette loi. Il faut espérer que les autres échelons suivent, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement. À partir du moment où le gouvernement est insisté, il faut que chaque ministre s'attelle à appliquer la loi et qu'au niveau des directions nationales, des directions régionales, tous les autres échelons de l'administration appliquent la loi et que aussi d'autres lois, pas seulement celle-là, que d'autres lois de la République aussi fassent l'objet de la même préoccupation de son application. D'accord. Alors, professeur Mamadou Samaké, pour une première fois, la loi 052 a été respectée. 11 femmes parmi 32 ministres, une équipe également constituée de beaucoup de jeunes. Mais qu'est-ce que ça va changer dans la gouvernance du pays? Je salue d'abord, je m'excuse du fait d'être parmi vous, mais je salue la présence de mon grand frère aîné, le professeur Issa Ndiaye, l'ex-ministre des Affaires étrangères du Mali, en l'occurrence Mme Fika Tousso, portefeuille qui échoua en fait encore à une dame. Mais ce que vous ne devez pas ignorer, c'est un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition? Absolument. Okay. Il y a deux pôles de légitimité. Nous venons de mettre en place le président de la République qui incarne la nation, qui est le gardien de la Constitution, qui est la continuité de l'État. Mais ce que vous ne devez pas oublier, le gouvernement n'est pas responsable devant le président de la République. Le gouvernement est responsable de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est qu'au terme des prochaines législatives qu'on aura un véritable gouvernement. D'accord, merci. Donc, c'est un gouvernement de continuité. On ne change pas une équipe qui gagne. Ah, l'équipe, elle a gagné? Absolument. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a quand même pu faire élire le président Ibrahim Boubacar Keïta pour un second mandat. La réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta est une réussite du gouvernement? Absolument. Est-ce le gouvernement qui l'a élu ou le peuple malien? Le gouvernement est vrai pour son élection et le peuple malien a subi. Professeur Issa Ndiaye, êtes-vous d'accord avec professeur Samaké? Oui, je pense qu'il a compris lui-même. Hein. Je pense que Soumaïla Boubaye Maïga a été son joker. Il a sorti au moment opportun. Et je pense que la dynamique, il faut lui reconnaître ce mérite-là, la dynamique qu'il a créée a contribué à le faire élire président de la République. Sinon, ce n'était pas évident. C'était pas évident d'abord d'organiser les élections dans le contexte qui prévalait à l'époque. Je pense que Boubaye, par son engagement personnel, a beaucoup contribué au succès actuel du président. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi il a reconduit comme Premier ministre. Mais ceci dit, un joker, comme par définition, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. À chaque fois, il a déjà utilisé une fois. Est-ce qu'il sera son second joker dans ce gouvernement-là? Je ne pense pas. J'ai le sentiment à la lecture donc, de la liste de gouvernement que ce gouvernement ne porte pas la marque personnelle du Premier ministre. Bon, certains parlent de la proximité du ministre chargé de la réconciliation nationale, mais ça ne suffit pas. À moins qu'il y ait un partage de tâches. Il va s'occuper principalement de la question du Nord, qui est une priorité pour les partenaires étrangers.
Donc on attend le gouvernement sur cette question. C'est peut-être pour ça que spécifiquement le Premier ministre va en faire sa priorité et le reste va être géré. Bon, ceci étant dit, je suis aussi d'avis avec M. Samaké que c'est peut-être que ce gouvernement-là va durer un certain moment. Le temps donc de recaler les choses au niveau politique. Je disais d'abord, il y a ces élections législatives qui s'annoncent, comment elles vont être gérées, etc. Quelles vont être les suites, elles vont avoir lieu à la date indiquée ou reportée, ça c'est une grande question. Mais il y a aussi le marchandage politique qui va suivre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs tendances, notamment au niveau des groupes armés, qui frappent depuis un certain temps à la porte d'entrée du gouvernement. Il semble que leurs désirs pour l'instant n'ont pas été pris en compte. Comment il va faire pour le gérer par la suite? Je pense aussi que ça, c'est une grande question. Maintenant, en ce qui concerne la présence des femmes ou la présence des jeunes, c'est une bonne chose qu'il y ait plus de femmes et qu'il y ait plus d'hommes, mais je pense que ce n'est pas en soi un objectif. L'objectif, surtout quand on entre dans un gouvernement, c'est une question de projet politique, de vision politique. Est-ce que ces jeunes et ces femmes qui rentrent, qu'elles sont porteurs d'une vision ou d'un projet politique, lesquels? C'est sur ça que se joue la crédibilité d'un gouvernement. En définitive, ce gouvernement a un problème de crédibilité par rapport donc au Malien lui-même, dans la mesure où je disais au départ qu'il y a quand même un désaveu populaire qui se traduit par le faible taux de participation aux élections. Ça veut dire que pour que l'action gouvernementale soit crédible, il faudrait que cette action gouvernementale soit visible au niveau des populations et que surtout, elles prennent en charge leurs préoccupations quotidiennes. Est-ce le cas? Je n'en suis pas certain. D'accord. Pensez-vous, Dr Ali Tunkara, que c'est un gouvernement de transition aussi? Bon, je pense que personne ne peut quand même avoir des réponses définitives à cet effet. Même ceux qui sont aux commandes, j'imagine qu'effectivement, ce qui pourrait laisser entendre une telle nouvelle équipe, c'est effectivement de se pencher suffisamment sur les échanges électoraux à venir. Mais fondamentalement, moi je pense qu'elle soit une équipe transitoire ou passagère ou, si vous voulez, définitive, peu importe, mais le plus important, quelle serait cette équipe, ses capacités à apporter des réponses satisfaisantes aux demandes sociétales maliennes. Aujourd'hui, si vous prenez un peu la cartographie dans le contexte malien, qu'elle soit politique ou économique, il y a quand même quelques défis majeurs qui sont importants, auxquels le gouvernement doit vraiment s'atteler avec insistance. Lesquels défis ont pour nous? On a d'abord le défi quand même indépendantiste, on en parle très peu. Parallèlement à ce défi indépendantiste, on a un défi terroriste. C'est là également s'ajoute le défi communautaire pour finir avec le défi justement politique. Donc vous voyez à combien les enjeux sont énormes. Est-ce que peut-on faire face à tous ces enjeux avec une équipe qui n'est pas aussi solide? Mais fondamentalement, la solidité d'une équipe ou l'efficacité d'une équipe dépendrait justement de l'exemplarité du sommet. Moi, j'ai la ferme conviction qu'on ne peut apporter aucun changement si les porteurs du changement en question ne sont pas eux-mêmes conformes au texte. Prenez cette équipe gouvernementale. Les acteurs qui l'animent, effectivement, n'aspirent pas confiance. Ce n'est pas pour le manquer du respect. Mais on regarde leur parcours, effectivement, comment ceci peut déjà lutter efficacement contre la corruption, comment ceci peut faire en sorte que les Maliens puissent avoir une justice non à géométrie variable, mais une justice qui est bien distribuée. Comment ils peuvent faire de telle sorte que toutes ces demandes relatives à l'éducation, toutes ces demandes relatives à l'emploi des jeunes soient satisfaites sans pour autant qu'il y ait des partis pris. Je crois que fondamentalement, dans le contexte malien, on n'a pas un problème d'hommes. Nous avons un système qui est pourri, laquelle pourritude, sommes-nous dans le déni en face. Voilà, vous allez suivre ces derniers temps, tous les différents commentaires, très peu feront allusion effectivement à ces tensions politiques qui sont quand même une évidence aujourd'hui dans le contexte malien. Mais vous voyez, dans l'équipe gouvernementale, personne n'en parle. Prenez le cas du centre, effectivement, vous avez quand même des tensions communautaires. Lesquelles tensions communautaires ont pour nom la distribution de la justice à géométrie variable. Mais personne n'en parle, on est dans les dénis. Vous prenez également les régions dites Nord, il y a des indépendantistes qui n'ont pour finalité qu'il y ait de l'indépendance et de l'autonomie. Lesquels indépendantistes, effectivement, sont ce que je qualifierais
du référent racial, parce qu'on a quand même plein de peau, personne n'a le courage de les dénoncer. Et parallèlement à tout cela, vous avez quand même des acteurs également qui tirent sur le référent religieux, qu'on pourrait les qualifier de terroristes. Donc vous voyez combien, effectivement. Justement, lutter contre la corruption et la mise en œuvre de l'accord pour la paix, ce sont quelques-unes des promesses faites par le président de la République. Et sur les réseaux sociaux, Sidi Ag Marouchette voudrait savoir si ce gouvernement pourra concrétiser ses promesses, Madame Si Kadiatousso. Je voudrais d'abord revenir sur la question du projet, de la vision et du projet politique. C'est quand même, on attend cela du président de la République. C'est à lui de définir son projet, d'expliquer sa vision et que le gouvernement se mette à l'œuvre. Donc, s'il est l'architecte, le Premier ministre est peut-être le chef du chantier, on verrait tous les autres ouvriers, c'est-à-dire les ministres à l'œuvre, pour voir exactement ce que chacun est capable de faire ou pas. Je suis d'accord avec Kinkara sur cette question-là de responsabilité première du chef de l'État. L'exemple viendra s'il y a la transparence, s'il y a une bonne gouvernance, s'il y a une prise de conscience claire des préoccupations des Maliens aujourd'hui. C'est d'eux que cela doit venir d'abord et ensuite on verra au niveau de chaque département ce que chaque chef de département est capable de faire pour concrétiser tout cela. Sur la question du centre et du nord, je pense aussi que mais là où je suis pas tout à fait, je suis un peu nuancé par rapport à ce que Tougara a dit, cela a été suffisamment dénoncé. Il y a eu tellement de dénonciations de ce qui se passe au centre et aux régions dites, dans la région dite du nord. Et jusque-là, c'est comme s'il ne se passait rien. Certains partis ont dénoncé, des personnalités indépendantes ont dénoncé, des associations ont dénoncé, mais on dirait que la communauté internationale est devenue tout d'un coup, sourde à tout cela, et tout d'un coup, voilà qu'on nous sort un rapport pour dire ce que les Maliens de tout temps ont dit, qu'il y avait effectivement... il y avait des trafics d'armes, de drogue, d'êtres humains dans la zone et qu'il y a une accointance très, très claire entre les groupes armés rebelles et puis certains terroristes dits djihadistes. Et tout le monde connaît le poids de Iyad Agali dans les régions dites du Nord et en particulier à Kidal. Et tout le monde sait aussi qu'Amadou Koufa a fait allégeance à Iyad. Et on essaie aujourd'hui de séparer les deux questions, la question du centre et celle dite du Nord, mais les deux sont imbriqués. Il ne sera pas possible de régler ce qui se passe au centre si on ne règle pas ce qui se passe, la situation au nord du Mali. Et aujourd'hui, il est malheureux de constater que les tueries continuent et qu'il n'y a pas, et que les déplacements de population sont en train de se faire, et que pour le moment, je n'ai même pas relevé. En tout cas, dans le discours d'investiture du président de la République, je n'ai pas relevé vraiment un souci majeur sur cette question-là. C'est passé très vite, il est passé sur la question du terrorisme. Alors, est-ce que ce gouvernement sera capable de désarmer, comme le Premier ministre qui vient d'être reconduit, comme il a promis, de désarmer toutes les milices, de traiter de façon égale et juste toutes les communautés dans la zone. Et est-ce que l'État sera capable, ce gouvernement sera capable de faire retourner l'État partout sur le territoire malien, et là où l'État se retrouvera. Justement, concernant le retour de la paix et la lutte contre la corruption, est-ce que le nouveau ministère, le ministère de la réforme de l'administration et de la transparence de la vie publique, sera une réponse? Vous savez, un ministre, à la limite, des questions comme ça ne peut être qu'un exécutant. Je suis désolée, tout dépend de la volonté politique et de la vision qu'il y a derrière cette volonté politique et de la capacité de ceux qui dirigent aujourd'hui cet État-là à affirmer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Si les moyens sont donnés, s'il y a vraiment cet engagement très fort et s'il y a un exemple qui est donné par les plus hautes autorités, comme on dit, bon, je pense que cela ne pourrait donner que du courage
aux ministres qui vont sur le terrain pour exécuter ce qui a été décidé au plus haut niveau. Donc tout dépend de la situation. Mais ce que je fais moi par-dessus tout, c'est déjà ce qui se passe entre les groupes armés eux-mêmes. On est en train de dire qu'il faut absolument qu'on aille à l'application de l'accord, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation du processus d'Alger. Mais qu'est-ce qui se passe? Les groupes signataires eux-mêmes continuent de s'entretuer. Ils signent des arrangements qui sont les premiers à violer. Ils sont carrément du chantage. Et on est toujours obligé de courir derrière eux. Le gouvernement se retrouve avec un maximum de tâches à exécuter et dans des délais qui sont très difficiles à tenir. Au lieu d'avoir le courage de poser toutes ces questions-là sur la table et de dire cela fait 3 ans que nous avons signé cet accord et nous n'avons pas été capables de le mettre en œuvre, pourquoi ne pas le relire et se mettre d'accord sur ce qui n'est pas applicable en l'état, qui doit être renégocié. Je ne sais pas, et nous, notre association l'a dit, à la MINUSMA, à la CEDEAO, à tous ceux qui ont bien voulu nous rencontrer, nous avons dit qu'on va continuer à dire il faut appliquer, le gouvernement va s'engager, le président de la République a promis, mais le reste, la communauté nationale, dans sa grande majorité, n'acceptera pas les dictats des groupes rebelles qui ne sont pas ex-rebelles, qui restent rebelles dans la mesure où ils sont toujours armés et refusent de désarmer. D'accord, Madame Si. Merci. Oui. Le jour où on réussira à les désarmer et qu'ils accepteront de retourner dans la République et d'arrêter de fêter l'anniversaire de l'Azawad, ce jour-là, en ce moment, et la cohésion nationale là, à laquelle tous les Maliens aspirent, là, peut-être que ce jour-là, on pourrait rétablir cette cohésion nationale. Mais avant cela, il faut qu'ils comprennent que le Mali appartient, comme le dit le président lui-même. D'accord. Professeur Mamadou Samaké, est-ce que vous pensez que cette équipe gouvernementale pourra résoudre cette question de la rébellion? Vous savez, je vous ai dit que c'est une équipe de transition et je me réjouis que ma belle-sœur, que j'aime bien d'ailleurs, reconnaisse que le ministre de l'administration et de la transparence l'a dit est une femme et que sa prédécesseur soit aussi aux affaires étrangères une belle dame. Bon, je crois que ils contribueront à faire en sorte que la communauté internationale sache raison garder pour faire en sorte que le Mali ait une armée unique. Parce qu'aucune nation ne saurait s'accommoder avec l'existence de 5 armées. Professeur Mamadou Samaké, pour qu'on puisse bien vous entendre, est-ce que vous pouvez vous isoler un peu? Je peux m'isoler, oui. D'accord. Entre-temps, on va donner la parole au professeur Issa Ndiaye. Sur les réseaux sociaux, Doura Maïga qui s'interroge sur l'utilité de tous ces ministères, 32 ministères au Mali. Oui, on peut se poser la question. C'est pourquoi je dis que tout dépend de la vision. L'architecture gouvernementale doit être la conséquence d'une vision politique. Or, cette vision politique n'est pas très perceptible. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un problème fondamental au Mali. On construit les ministères en fonction des priorités que dégage un gouvernement. Et ce n'est pas le cas. On a le sentiment qu'on crée des départements pour caser telle ou telle personne. C'est pourquoi tantôt un des auditeurs parlait de récompense, de distribution de gâteaux. Et je pense que le président lui-même l'a dit quand il dit certains ont participé au repas, ils n'ont pas voulu faire la vaisselle après. Donc ça signifie ce que ça signifie. Je pense que pour revenir un peu ponctuellement sur les accords d'Alger, la paix, pour qu'il y ait la paix, ça commence par le désarmement. Or, on a mis ça à la fin du processus. Mais il ne faudrait pas se faire d'illusions aussi. Que peut faire le gouvernement malien aujourd'hui? Il ne faut pas se cacher la vue. Nous ne sommes plus un pays souverain. Il y a beaucoup de secteurs dans ce pays-là qui dépendent de l'extérieur. Sur les questions de sécurité, soit l'armée française, soit la MINUSMA, nous ne sommes pas en mesure d'assurer notre sécurité. Sur le plan économique, on est lié aux prêts, aux subventions, aux dons, etc.
Sur le plan monétaire, on est lié par le franc CFA. Donc il y a une série de dépendances qui font que même s'il y avait une volonté politique qui était affichée par le gouvernement, par le président de la République, quels sont les moyens réels qu'il a pour donc atteindre les objectifs qui devraient être normalement les siens. Donc, cela n'existe pas. Donc, ça complique la situation. Ça veut dire que l'extérieur a des capacités de pression telles que ça peut faire dévier de la route. C'est ce qui explique les problèmes liés notamment à l'accord d'Alger. Parce qu'en soi, l'accord d'Alger est mauvais et beaucoup de Maliens sentent que si on les applique en l'état, le risque c'est d'aller vers la partition du pays. Mais je pense qu'il y a une autre préoccupation qui ne sort pas assez dans le discours d'investiture du président, c'est le citoyen malien. Moi, j'ai le sentiment que ce pays va mal parce que l'homme malien est malade. Quelque part, le citoyen a disparu. Il n'y a plus d'esprit citoyen. Donc ce citoyen-là, pour reconstruire le Mali, il faut reconstruire le citoyen. Or, nous avons un des éléments de reconstruction de citoyen qui est le système éducatif. Le système éducatif est en lambeaux. L'instruction civique est en panne. Il suffit de voir le comportement des Maliens dans la rue. Donc il y a un désordre tel qu'il y a des vis quelque part qu'il faut serrer. Mais il faut une stratégie de reconstruction de citoyens. Or, curieusement, on n'en parle pas. Moi, je pense que reconstruire le citoyen doit être la priorité des priorités de l'action gouvernementale parce que toute la suite dépend de cela. Et face à toute cette situation, il y a l'opposition qui estime que ce gouvernement est illégitime. On va écouter Dr Etienne Fakaba Sissoko. On ne saurait parler d'un gouvernement lorsque le président n'est pas installé. Pour l'opposition, pour la coalition Restaurons l'Espoir, Soumaïla Cissé est le président de la République. Donc c'est son gouvernement en principe que nous on commande. Donc vous pensez que ce gouvernement n'est pas légitime? Absolument. Aujourd'hui nous avons en face de nous des usurpateurs. Nous avons en face de nous un président, encore une fois de plus, illégitime, illégal parce que issu de la fraude, parce que issu du tripatouillage électoral. Pour nous, aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas tant de rester dans cette configuration, mais c'est surtout de continuer la lutte, de continuer la mobilisation pour que le président légitime puisse être installé. C'est un gouvernement qui n'est ni représentatif du peuple malien, ni représentatif du système démocratique dans lequel nous sommes. Et les valeurs surtout que nous sommes en train de défendre. Et c'est dans ce contexte que René Koné sur les réseaux sociaux pose une autre question qui est pourquoi cette nouvelle équipe, est-ce que cette nouvelle équipe sera prête à nouer le dialogue avec l'opposition pour une issue favorable à la crise actuelle? À vous, professeur Mamadou Samake. Je vous dis que la crise est artificielle, je le répète. La crise est, pardon? Elle est artificielle. Est-ce que vous pouvez expliquer? Je peux expliquer, il y a eu plus de 80 missions de restauration. Vous connaissez le chiffre? C'est la numérologie. Pardon, vous parlez de quelle crise d'abord? Est-ce que vous parlez de la crise au nord, au centre du pays, ou vous parlez de cette tension entre le gouvernement et l'opposition? La crise électorale, elle est artificielle. D'accord. Il faut qu'on soit républicain. L'article 94 de la Constitution d'équipe, les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous. Donc, est-ce que vous pensez que le gouvernement malien doit dialoguer avec l'opposition ou pas? Absolument. Elle est artificielle, mais ça doit être pris en compte par le gouvernement. Le gouvernement doit dialoguer avec le peuple malien. Parce que depuis 1999, le peuple malien ne s'est pas parlé à lui-même. Le peuple malien doit pouvoir se parler à lui-même. La conférence d'entente nationale était l'occasion inouïe pour le peuple malien de s'approprier l'accord pour la paix et la réconciliation. Nous avons lancé les cotes. Il faut bien entendu des assises nationales, mais sous l'égide. Donc vous pensez que la conférence d'entente nationale a été un échec? Absolument. Où se situent les responsabilités? Bon, je ne situe pas les responsabilités. Je crois que Ibrahim Boubacar Keïta, réélu à l'occasion de créer, si vous voulez, une assise nationale pour que le peuple malien se parle à lui-même sous son leadership.
éclairé. D'accord. Ce gouvernement doit-il dialoguer avec l'opposition, Dr Ali Tounkara? Je crois que l'instauration d'un climat d'échange substantiel est une nécessité absolue aujourd'hui. Mais au regard du propos du professeur, c'est quand même un peu inquiétant parce que comment pouvons-nous continuer à rester dans ces dénis de l'évidence? Je reconnais qu'effectivement, il fait recours à la Cour constitutionnelle, à tous les textes légaux qui ont quand même admis, légitimé la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais qu'à cela ne tienne, sommes-nous en face d'une réalité? Aujourd'hui, on a quand même un nombre important de Maliens qui ne se retrouvent pas dans ce quinquennat. Donc, il serait extrêmement important de nouer ce dialogue avec ce nombre-là. Mais dans le même temps, je crois qu'il fait allusion quand même à l'expression, si vous voulez, de ces peuples souverains du pays. Mais qui peut témoigner que dans le contexte malien, des années 90 à aujourd'hui, que les peuples souverains aient cette pluralité de pensées? Moi, à mon avis, non. Pour preuve, regardez, vous écoutez les médias de l'État, ils sont plus que muselés. La liberté d'expression, cette pluralité de pensées n'ont jamais été une évidence. Or, qui parle justement de la souveraineté d'un peuple, c'est un peuple qui a la possibilité de s'exprimer en toute quiétude. C'est un peuple justement qui a la possibilité de formuler ses demandes sans s'inquiéter. Or, dans le contexte malien, la voix, elle est monotonique. On n'entend qu'une seule voix du matin au soir via les médias de l'État. Donc, c'est pour dire que... Justement, est-ce que vous pensez qu'il faut un dialogue national? Il s'impose ce dialogue national. Mais comment ça va s'organiser avec plus de 18 millions d'habitants? Non, c'est aussi facile que ça. En fait, pour instaurer un dialogue aussi inclusif, il faut sortir déjà dans le déni de l'évident. Parce que ceux qui sont aujourd'hui aux commandes ont la ferme conviction que les Maliens se sentent en or, tel n'est pas le cas. Donc il faut qu'on sorte de ces dénis de l'évidence déjà pour qu'il y ait un début de dialogue. Mais dans le même temps, on a quand même des acteurs qui restent crédibles, qui n'ont pas été qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition. Lesquels acteurs, on le connaît, on ne va pas les citer ici quand même, sont capables aujourd'hui d'établir ce pont entre l'opposition et la majorité. On ne peut pas espérer une gouvernance, si vous voulez, susceptible de tenir compte de toutes ces demandes des Maliens, étant donné qu'on a une bonne partie quand même de la population qui serait sur la touche. Donc il est extrêmement urgent dans le contexte malien aujourd'hui que ce dialogue soit établi. Mais à condition que ceux qui sont aujourd'hui quand même, ceux qui sont aux commandes, sont eux qui peuvent impulser le dialogue. Mais ils ne peuvent pas continuer à nier cette nécessité d'établir un dialogue entre l'opposition et la majorité et de ne pas réduire effectivement toutes ces voix au silence. C'est quand même scandaleux. Si l'on veut réellement compter sur cette équipe gouvernementale, il faut qu'il y ait ce dialogue. D'accord. Madame Si Kadiatousso, au-delà de ce manque de confiance, selon certains observateurs, entre les gouvernés et les gouvernants, certains pensent qu'il y a même un manque de confiance entre l'intellectuel malien et l'analphabète. Comment ce gouvernement malien pourra relever ce défi? Je voudrais dire que je d'abord partage totalement l'avis de Tounkara sur cette question-là. Il faut absolument que ceux qui ont en charge l'État aujourd'hui ait la lucidité nécessaire et l'humilité nécessaire pour comprendre qu'il faut très vite ouvrir le dialogue. Ça commence d'abord par cela. Ensuite, tout le reste, organiser ensemble tout le reste. Mais comment arriver à organiser les élections législatives, comment rassurer les populations qui sont victimes de l'insécurité, comment ramener l'État là où il participe le territoire national. C'est un préalable. Il n'y a pas ce dialogue national-là. Je ne pense pas que le gouvernement puisse travailler. Bon, il y a rupture entre... Je ne poserai pas le problème à ces termes. Il y a des intellectuels qui sont totalement en phase avec la population. Il faut peut-être parler des problèmes, peut-être la rupture entre une catégorie d'élite ou des dirigeants avec la majorité de la population. Et le travail que les partis politiques devraient faire, et ça, je le reconnais, depuis 1992 que les partis après la conférence nationale souveraine, que les partis ont été créés, depuis très peu de partis ont fait le travail de formation politique, le travail d'éducation civique, d'abord de leurs propres militants, à plus forte raison des autres citoyens. Donc il y a effectivement beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Mais je voudrais dire à Samati, professeur Samati, qu'il faut faire attention à ne pas trop vite balayer du revers de la main les
contestations en utilisant des termes du genre dont c'est des contestations, je ne sais pas comment il l'a dit encore. Artificielles. Artificielles. On ne peut pas... À la limite, c'est du mépris pour les personnes qui ont totalement le droit d'exprimer leur désaccord et même leur colère. Si on n'en prend pas compte, ça veut dire qu'on n'est pas capable de gérer le pays, on n'est pas capable d'être comme le président de lui-même, d'être le président de tous les Maliens. Il n'est pas capable de parler justement avec ceux qui contestent son élection, et ça veut dire qu'il n'est pas capable d'être le président de tous les Maliens. Et aujourd'hui, c'est à lui d'initier cela et d'instruire le chef du gouvernement et les autres membres du gouvernement d'aller dans ce sens-là. D'accord, professeur Issa Ndiaye, une autre question de Bakary Dian Kamara et Traoré Mamadou. Quel peut être le programme qui sera mis en place par ce gouvernement dans les secteurs de l'éducation et l'emploi en faveur des jeunes? Bon, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, je pense qu'il faut être beaucoup ambitieux, avoir une ambition à la hauteur de la réforme de 1962. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, le système éducatif est complètement par terre. Et il est impossible de le gérer en l'état. C'est une fuite en avant perpétuelle. Il faut des réformes profondes. Et ça, c'est possible. Je pense qu'il y a une série de débats dans ce pays qui ont construit des alternatives à la situation actuelle. Les problèmes de l'éducation sont connus, les solutions aussi sont connues. C'est le manque de courage politique qui fait défaut. Je pense qu'il est essentiel donc d'avoir ce regard nouveau donc, en ce qui concerne le système éducatif. Mais en ce qui concerne la crise, je pense qu'elle n'est pas seulement au niveau politique, c'est une crise générale même du modèle démocratique malien que nous avons tenté de construire depuis les années 90, en 91, à la chute de Moussa Traoré. Au fil de l'expérience, nous sommes condamnés à constater aujourd'hui que c'est un échec. Cette dynamique démocratique a été un échec parce que ce n'était pas un modèle endogène. Je pense d'où la nécessité justement de ces assises nationales. Mais là encore, il faut faire attention. Ces assises nationales ne doivent pas concerner les seules élites. Parce que ce que nous avons fait avec la conférence nationale, nous sommes cooptés entre nous élites, on n'a pas écouté les populations. Maintenant, il faut faire la construction inverse. C'est-à-dire partir de la base, des hameaux, des villages, pour revenir vers la centre, pour qu'on ait la possibilité aussi de l'émergence d'un nouveau leadership, non seulement jeune, mais aussi plus représentatif de la volonté populaire. Je pense qu'il y a un déficit fondamental de démocratie dans ce pays, et c'est seulement les populations qui peuvent apporter la réponse adéquate à ce défi-là. D'accord. Parlant des nominations, professeur Mamadou Samaké, il y a Kodio Ousmane qui pense que la jeunesse malienne n'a pas besoin de hautes fonctions, mais du travail. Si vous voulez, le professeur Issa Ndiaye et Mathieri ont conclu la question. Je n'ai jamais dit que la crise était artificielle. J'ai dit que je me situe dans l'exercice républicain, celle du respect de la Constitution du 25 février 1992. D'accord, il nous reste maintenant 2 minutes 30 secondes pour chaque invité. Que faut-il attendre de ce gouvernement? Que le gouvernement fasse son travail de transition pour qu'on arrive à des élections législatives reportées et apaisées. D'accord. À vous, Dr Ali Tunkara, que faut-il attendre de ce gouvernement? Très rapidement, il faut qu'on reconnaisse déjà, si vous voulez, la nature des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il faut les hiérarchiser. On ne peut pas les apporter des solutions dans les dénis. Comme problème, il faut clairement différencier ce qu'on pourrait qualifier du racial, du communautaire, du religieux et du politique. Mais dans ces pays, effectivement, sommes-nous dans la confusion totale. Mais dans le même temps, s'agissant justement des attentes vis-à-vis des Maliens, elles sont plurielles. Je sais pertinemment que le professeur Ndiaye a mis en évidence un certain nombre de difficultés auxquelles les pays font l'objet, notamment cette dépendance vis-à-vis de l'étranger. Mais il faut qu'on arrive à... D'accord. À vous, professeur Issa Ndiaye. Il faut essentiellement que ce soit un gouvernement exemplaire. Je pense que c'est dans l'exemplarité qu'on pourra montrer aux Maliens vraiment qu'on est soucieux de ce pays-là. À vous, Madame Si Kadiatousso. Donc l'exemplarité là, ça doit venir des chefs de l'État, du chef du gouvernement. Pour le gouvernement, moi je n'attends rien d'autre
je n'attends rien du gouvernement. Ce que j'attends en tant que citoyenne, c'est que le chef de l'État et le chef du gouvernement comprennent qu'il y a beaucoup de Maliens, la majorité certainement des Maliens, qui attendent beaucoup de ce dialogue national pour se remettre d'accord sur comment nous allons continuer ensemble. D'accord, et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue. Merci à nos invités, Issa Ndiaye, professeur à l'Université de Bamako, professeur Mamadou Samake, politologue, Madame Si Kadjatousso, présidente de ADEMA Association, et Dr Ali Tunkara, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara, à la régie vidéo Nouhoum Djire. Je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du grand dialogue de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.